Je reçus un avertissement glaçant qui disait: courez vers la sortie de secours maintenant. Ne regardez pas en arrière. Ces mots terrifiants avaient été griffonnés à la hâte sur une serviette pliée glissée secrètement dans ma main pendant un dîner étouffant. Je m'appelle Savannah. J'ai 31 ans et je suis assise dans un salon VIP privé d'un domaine viticole de luxe pour endurer la fête d'anniversaire de mon demi-frère. Mon père leva son verre pour prononcer un discours creux sur la nécessité pour notre famille de se rapprocher après nos récentes tragédies. Je restai parfaitement silencieuse pour observer leur affection de façade, refusant de participer à cette mascarade ridicule. Puis je saisis un signe de tête bref mais à peine visible venant directement de ma belle-mère de l'autre côté de la table. Au signal, un serveur s'approcha de notre table pour retirer rapidement mon verre actuel avant de placer un nouveau verre de vin rouge profond directement devant moi. Snort alors qu'il posait le verre en cristal sur la table. Ses doigts effleurèrent les miens pour glisser un petit morceau de papier dans ma paume. Baissant les mains sur mes genoux, je dépliai le papier avec précaution pour lire l'avertissement terrifiant qui me glaça le sang. Réalisant que ma vie était en danger immédiat, je sortis mon téléphone de mon sac, prétendant avoir une urgence professionnelle grave. M'excusai bruyamment de la table avant de marcher droit devant eux vers la lourde porte de sortie en acier au bout du corridor. Bienvenue dans Revenge Mode, où nous vous apportons les drames familiaux les plus intenses aux côtés d'histoires de justice ultime. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner, puis d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos mises à jour palpitantes. Maintenant, rejoignez-moi pour découvrir exactement quelle vérité terrifiante attendait de l'autre côté de cette porte. En franchissant la lourde porte de sortie en acier, le vent glacial de la vallée me frappa directement le visage. Je resserrai mon manteau autour de mes épaules tout en marchant d'un pas vif à travers le vaste parking de gravier vers mon véhicule garé. Le bruit écrasant des cailloux se déplaçant sous mes talons résonnait fort dans la nuit silencieuse, snorts amplifiant la tension qui parcourait mes veines. Des pas rapides s'approchèrent vite par derrière, me poussant à me retourner brusquement, la main agrippant les clés dans mon sac comme une arme. Le serveur de la salle à manger apparut en courant dans la faible illumination fournie par un unique lampadaire au-dessus. Il arracha agressivement le tablier noir de sa taille, jeta le tissu dans une poubelle proche avant de lever les deux mains pour démontrer qu'il ne portait aucune arme. Snort se présenta formellement comme Pierce, précisant immédiatement qu'il opérait en tant qu'enquêteur privé licencié et non comme employé du domaine viticole. Il plongea lentement la main dans la poche intérieure de sa veste pour extraire un portefeuille en cuir, le renversant pour afficher un badge d'identification légitime brillant sous la lumière jaune. Pierce refusa de perdre de précieuses secondes en politesse ou en excuses pour m'avoir effrayé. Dans le parking isolé, il s'approcha de ma position, gardant la voix baissée en un murmure strictement confidentiel pour que le son ne remonte pas vers l'entrée du bâtiment. Il déclara clairement que le nouveau verre de vin rouge placé sur ma table quelques instants auparavant contenait une dose mortelle de sédatifs puissants. Le dosage avait été spécifiquement calculé pour rendre un adulte inconscient en quelques minutes. Je regardais l'homme avec une incrédulité totale, exigeant de savoir comment il pouvait lancer une accusation aussi terrifiante contre les membres de ma propre famille. Pierce admit qu'il ne possédait pas le plan complet de leur complot ce soir-là, mais qu'il s'était placé près de leur table assez longtemps pour observer leurs interactions subtiles. Il expliqua avoir vu Seth glisser une petite fiole au barman plus tôt, le dédommageant généreusement pour qu'il détourne le regard. Plus important encore, Pierce répéta les mots exacts qu'il avait entendu Valérie chuchoter à Seth pendant que mon père était distrait par une notification téléphonique. Valérie s'était penchée tout près, ordonnant à Seth de s'assurer que tout se termine au virage 7. Entendre la mention précise du virage 7 envoya une onde de choc violente à travers tout mon système. Nerveux, clouant mes pieds fermement au sol de gravier. Le virage 7 avait une réputation notoire localement comme le tronçon le plus traître du col de montagne serpentant à travers la Napa Valley.
C'était un endroit infâme où les glissières de sécurité en béton s'effritaient actuellement, laissant un à-pic de plusieurs centaines de pieds plongeant dans un ravin rocheux en contrebas. La logique sinistre de leur plan coordonné s'assembla instantanément dans mon esprit sans nécessité d'autres explications de la part de l'enquêteur devant moi. Ils avaient l'intention d'attendre que le sédatif fasse pleinement effet, m'incapacitant complètement à la table du dîner. Snortset se porterait alors volontaire pour me raccompagner chez moi afin d'assurer ma sécurité, plaçant soigneusement mon corps inerte sur le siège conducteur de mon propre véhicule utilitaire. Sport une fois arrivé dans les montagnes. Il prévoyait de coincer un objet lourd contre la pédale d'accélérateur, de changer les vitesses et de forcer la voiture par-dessus le bord de la falaise pour mettre en scène un tragique accident de la route. Si j'avais pris ne serait-ce qu'une seule gorgée de ce vin contaminé, je me serais réveillé en chute libre sans aucun moyen de survivre à l'impact. Cette réalisation horrifiante déverrouilla une porte fermée dans ma mémoire que j'avais désespérément essayé de garder solidement close depuis les 3 derniers mois. Clayton avait perdu la vie sur une route sinueuse frappante de similarité lorsque ses freins avaient inexplicablement lâché sur le chemin du retour d'une réunion d'affaires tardive. Les autorités locales avaient conclu à une tragique défaillance mécanique, clôturant l'enquête assez rapidement parce qu'elles n'avaient trouvé aucune preuve physique évidente de crime sur les lieux de l'accident. Debout là, respirant l'air glacial de la nuit, je sentis une vague de nausées malaisantes envahir mon estomac alors que les pièces éparses du puzzle s'emboîtaient parfaitement. Mon mari avait été un conducteur exceptionnellement prudent qui entretenait méticuleusement chaque véhicule que nous possédions, conservant des dossiers détaillés de chaque inspection. La soudaine défaillance des freins n'avait jamais eu de sens pour moi au début, mais un chagrin écrasant avait obscurci mon jugement, me forçant à accepter le rapport de police officiel sans poser davantage de questions. Maintenant, en regardant l'expression sérieuse de l'enquêteur privé devant moi, un immense point d'interrogation planait sur le jour le plus sombre de mon existence. Je commençais à me demander sérieusement si l'incident fatal qui m'avait enlevé Clayton était vraiment une tragédie mécanique aléatoire. Si Valérie et Seth possédaient l'audace d'orchestrer cette mise en scène élaborée ce soir pour m'éliminer, ils étaient tout à fait capables d'avoir trafiqué un véhicule 3 mois plus tôt pour s'assurer une première victoire. Le véhicule de Pierce s'écarta de l'avenue principale pour s'arrêter directement devant un petit bureau de location caché solidement derrière des rangées de vignes récoltées. En franchissant la porte d'entrée dans l'espace de travail faiblement éclairé, je exprimai immédiatement la conclusion juridique nauséabonde qui s'assemblait dans mon esprit. Concernant leur but ultime, je déclarai fermement que si je subissais un accident mortel ce soir, le bénéficiaire désigné de l'énorme police d'assurance vie de Clayton, ainsi que de son trust irrévocable, reviendrait automatiquement à Walter. Parce que mon père confiait entièrement toutes les décisions de gestion financière familiale à son épouse manipulatrice, Valérie gagnerait instantanément le contrôle administratif absolu sur toute la fortune. Elle siphonnerait alors sans effort ses millions directement dans les comptes bancaires personnels de son fils sans éveiller le moindre soupçon des stricts avocats successoraux gérant l'héritage. Pierce n'offrit aucune confirmation verbale avant d'allumer un ordinateur portable reposant sur un bureau en bois rayé positionné au centre de la pièce. Il tourna l'écran lumineux vers moi pour afficher plusieurs tableurs financiers qu'il avait récemment obtenus grâce à des bases de données d'enquête légitimes ciblant mon demi-frère. Les documents détaillés révélèrent une vérité stupéfiante sur le mode de vie imprudent de mon demi-frère que ma famille avait réussi à me cacher pendant plusieurs années. Seth devait exactement 3 millions de dollars à un syndicat violent de paris sportifs clandestins, opérant juste à l'extérieur des limites du comté régional. Pierce ouvrit une fenêtre secondaire, révélant plusieurs communications numériques interceptées prouvant que ses créanciers impitoyables exigeaient agressivement un paiement immédiat tout en menaçant de graves conséquences physiques contre lui. La chronologie croissante indiquait que Seth n'avait absolument aucun moyen de générer cette somme énorme de capital par des opportunités d'emploi légitimes disponibles pour lui. Plongeant la main dans un épais dossier manille reposant à côté du clavier,
L'enquêteur privé extrait une photographie de surveillance glacée pour la placer doucement sur les états financiers. L'image granuleuse montrait Seth debout dans une ruelle mal éclairée tendant une enveloppe lourdement remplie à un homme que je reconnus instantanément de mon quartier. Le destinataire était Brody, un mécanicien notoirement corrompu exploitant un atelier de réparation automobile local connu dans toute la vallée pour s'engager dans des transactions automobiles hautement douteuses. Pierce m'ordonna de regarder de près l'horodatage numérique imprimé clairement dans le coin inférieur droit de la photographie physique posée sur le bureau. Les chiffres en gras confirmaient que cet échange d'argent secret avait eu lieu exactement 2 jours avant que Clayton ne subisse une défaillance totale des freins sur le col de montagne traître, entraînant sa mort. Fixant la preuve visuelle indéniable reliant mon demi-frère à un mécanicien louche, j'exigeais de savoir pourquoi un enquêteur privé avait passé des mois à suivre Seth de si près. Pierce baissa le regard vers le bureau en bois tandis que sa mâchoire se contractait visiblement, avant de commencer à expliquer les véritables motivations qui animaient son opération de surveillance implacable. Il révéla que son intense dévouement découlait d'une tragédie profondément personnelle survenue exactement 2 ans plus tôt impliquant sa sœur cadette nommée Chloé, qui était tombée victime de Seth. Seth avait impitoyablement manipulé Chloé pour qu'elle liquide entièrement son compte d'épargne retraite totalisant $250 000 avant de l'inviter à une randonnée de week-end isolée. Chloé n'était jamais revenue de cette excursion isolée parce que les autorités locales avaient rapidement déterminé qu'elle avait accidentellement glissé d'un sentier de montagne escarpé sans mener une enquête approfondie pour homicide. Pierce avait passé chaque jour depuis cette tragédie à rassembler suffisamment de preuves concrètes pour prouver que Seth avait délibérément orchestré sa chute fatale afin de voler ses économies de vie pour payer ses dettes. En écoutant le destin tragique d'une autre femme innocente qui avait fait confiance à mon demi-frère, le dernier rideau du déni disparut complètement de mon esprit logique pour toujours. L'énorme dette de jeu de $3 millions fournissait un motif financier désespéré, tandis que la rencontre illicite en espèces avec Brody offrait la méthode d'exécution indéniable pour atteindre leur but. Relier ces faits irréfutables élimina définitivement toute possibilité restante d'un dysfonctionnement mécanique aléatoire survenu sur cette route sombre 3 mois plus tôt. Clayton n'était pas mort parce que son véhicule était soudainement tombé en panne sur un virage dangereux pendant son trajet du soir habituel depuis la ville. Mon mari avait été brutalement assassiné pour ouvrir la voie à Valérie et Seth afin qu'il puisse finalement voler l'énorme fortune qu'il avait laissée dans le fond fiduciaire. La pâle lumière du matin filtrait à travers le cadre de fenêtres couverts de poussière, brillant directement sur les dossiers financiers étalés grand ouverts sur le bureau. Je saisis immédiatement mon téléphone portable dans mon sac en cuir pour composer les autorités fédérales afin de signaler un meurtre coordonné. Pierce tendit rapidement le bras à travers la surface en bois pour presser fermement sa main sur mon appareil avant que l'appel ne puisse se connecter. Il expliqua méticuleusement les dures réalités du système juridique américain concernant les poursuites pénales basées entièrement sur des preuves circonstancielles. Les photographies de surveillance capturant une rencontre secrète combinée à d'énormes dettes de jeu clandestine n'équivalaient pas à une condamnation définitive pour meurtre devant aucun tribunal. Pierce avertit que poursuivre une affaire d'homicide complexe exigeait une chaîne de preuves inattaquable pour convaincre un jury au-delà de tout doute raisonnable. Les forces de l'ordre exigeaient une preuve concrète reliant directement Seth à la manipulation mécanique physique du véhicule de Clayton avant qu'un juge ne signe jamais un mandat d'arrêt. Aller prématurément aux autorités avec seulement des motifs financiers a l'air très simplement ma famille de l'enquête en cours tout en leur donnant amplement le temps de détruire toute preuve physique restante. Des avocats de la défense expérimentés rejetteraient facilement les photographies comme une simple transaction pour des réparations automobiles de routine, démantelant complètement toute notre affaire avant même qu'elle n'atteigne un jury. Je claquai mon téléphone sur le bureau, exigeant de savoir exactement comment nous étions censés obtenir une condamnation pour meurtre sans impliquer la police maintenant. Pierce déclara sèchement que nous avions besoin d'aveux enregistrés directement des auteurs, détaillant leurs méthodes exactes d'exécution.
refusant de laisser les personnes qui avaient assassiné mon mari échapper à la justice. Je décidai de m'offrir comme l'appât ultime pour forcer leurs mains. Je repris mon téléphone pour composer l'avocat principal gérant le trust irrévocable établi par Clayton avant son décès. Lorsque l'avocat répondit à l'appel, je demandai la préparation immédiate d'un document juridique formel intitulé Projet d'accord de transfert d'actifs. J'ordonnai à l'équipe juridique de structurer les documents de manière à ce qu'ils semblent indiquer que je transférais volontiers le contrôle total de gestion d'une propriété commerciale de plusieurs millions de dollars directement à Seth. J'ordonnai spécifiquement à l'avocat de laisser le bloc de signature du notaire final complètement vierge afin de rendre l'ensemble du contrat juridiquement inexécutoire. Présenter ce projet non exécuté déclencherait avec succès l'immense avidité de mon demi-frère sans transférer réellement un seul centime de la fortune durement gagnée de mon mari en sa possession. Les pages minutieusement rédigées contenaient un jargon juridique complexe conçu spécifiquement pour submerger un lecteur non formé avec des promesses d'autorité financière immédiate. L'avocat exprima de sérieuses réserves concernant cette demande hautement inhabituelle pendant notre brève conversation, questionnant mon soudain désir de céder un bien immobilier de premier plan à un membre de la famille. Snort j'ignorais complètement ses avertissements professionnels, lui ordonnant d'envoyer les documents demandés à mon adresse email sécurisée dans l'heure suivante. Une fois le fichier numérique arrivé, j'utilisai une petite imprimante sans fil dans le coin du bureau pour produire une copie physique nette du document de cession contrefait, pendant que j'organisais les pages juridiques imprimées dans un classeur en cuir professionnel. Pierce initia un appel téléphonique sécurisé à un détective senior en qui il avait implicitement confiance au bureau du shérif du comté de Napa. Il exposa les paramètres spécifiques de notre opération sous couverture à l'officier à l'écoute, obtenant leur pleine coopération tactique pour une opération d'infiltration coordonnée. Le détective senior confirma que son équipe resterait complètement silencieuse sur les canaux radio, jusqu'à ce qu'ils entendent le signal de détresse prédéterminé diffusé depuis ma position. Snort le détective accepta de positionner plusieurs unités sous couverture dans des véhicules non marqués situés à des angles morts stratégiques entourant le périmètre du vaste domaine de mon père. Après avoir finalisé la logistique des forces de l'ordre, Pierce récupéra une petite mallette noire dans son sac de voyage reposant sur le plancher. Il extrait un dispositif d'enregistrement audio microscopique équipé de capacités de transmission sans fil en temps réel conçu pour se relier directement au récepteur de surveillance de la police. Il épingla soigneusement le minuscule émetteur derrière le col plié de mon manteau, s'assurant que le tissu épais dissimulait complètement le matériel électronique de toute inspection visuelle. Nous passâmes les 30 minutes suivantes à effectuer des contrôles audio pour vérifier que le microphone pouvait clairement capter les tons de conversation normaux à plusieurs pieds de distance. Snort Pierce établit un mot de code spécifique qui autoriserait instantanément les équipes tactiques à forcer l'entrée de la résidence si la situation dégénérait en violence physique. Je mémorisais la séquence exacte des événements nécessaires pour maintenir cet en train de parler assez longtemps pour s'incriminer sur l'écoute fédérale sans éveiller ses soupçons. 2 jours plus tard, les lourds portails en fer du domaine étendu de Walter s'ouvrirent lentement avec un grincement sec, familier résonnant à travers la vallée silencieuse. Je conduisis mon véhicule le long de l'allée de gravier allongée avant de me garer directement devant les doubles portes massives menant à la résidence principale. En entrant dans le vaste salon, je trouvai mon père attendant aux côtés de son épouse pour offrir une démonstration hautement théâtrale de préoccupation parentale. Walter s'approcha immédiatement pour enrouler ses bras autour de mes épaules, livrant un discours minutieusement répété concernant son profond désir de me soutenir pendant cette période de transition. Il insista sur le fait que les membres de la famille devaient s'appuyer lourdement les uns sur les autres chaque fois qu'une tragédie frappait de façon inattendue. Nous nous assîmes ensemble sur les sofas en cuir luxueux en échangeant des politesses superficielles, pendant exactement 5 minutes avant que le téléphone fixe n'interrompe inévitablement notre conversation forcée. L'appel entrant provenait de l'avocat fiscal principal gérant les détails financiers complexes.
entourant le trust irrévocable que Clayton avait établi avant son décès soudain. Walter s'excusa profusément en se levant de son siège, expliquant qu'il devait se retirer à l'étage dans son bureau privé pour traiter ces questions juridiques urgentes en silence complet. Il promit de revenir rapidement, me laissant entièrement seul dans le salon avec les deux individus qui avaient activement conspiré pour orchestrer mon meurtre seulement 2 jours auparavant. Valérie se pencha en avant pour pousser une tasse de thé en porcelaine fumante à travers la surface de verre de la table basse vers mon côté. Elle offrit un sourire crispé, suggérant que le thé aux herbes chaudes aiderait à calmer mes nerfs visiblement à vif. J'ignorais complètement la boisson offerte, plongeant directement la main dans mon cabas en cuir pour récupérer l'épaisse enveloppe manille contenant les documents juridiques contrefaits. Je jetai le lourd classeur au centre de la table en verre, laissant les pages nettes glisser légèrement pour révéler le titre en gras désignant un projet. D'accord. Adoptant la performance soigneusement répétée d'une veuve entièrement épuisée. Je soupirai lourdement en m'adossant au coussin du sofa pour livrer ma proposition fabriquée. Je déclarai clairement que tenter de gérer le vaste empire immobilier commercial de Clayton seul avait drainé chaque once de mon énergie physique restante au cours des 3 derniers mois. Je déclarai mon intention formelle de céder définitivement le contrôle administratif total d'un centre commercial hautement rentable directement à cet avec effet immédiat. Je présentais cette concession financière massive comme une tentative désespérée d'acheter une paix durable pour notre famille fracturée pendant une saison de deuil incroyablement difficile. J'expliquais que me retirer des opérations quotidiennes de l'entreprise me permettrait enfin de me concentrer entièrement sur mon processus de guérison personnelle sans avoir à gérer d'interminables litiges avec les locataires. Je les assurais tous les deux que les avocats successoraux principaux avaient déjà préparé les documents de transfert initiaux en attente d'exécution finale. En entendant la mention spécifique d'un centre commercial hautement rentable, une lueur prédatrice illumina instantanément les yeux de Seth tandis qu'il se penchait brusquement vers la table basse. Snort s'empara du lourd classeur de la surface en verre avec des mains tremblantes, scrutant avidement le jargon juridique complexe détaillant les flux de revenus massifs entrants. Sa façade habituelle d'indifférence ennuyée s'évapora complètement, remplacée par une faim incontrôlable alors que ses yeux parcouraient rapidement les paragraphes décrivant ses nouveaux pouvoirs exécutifs. Il feuilleta frénétiquement la pile épaisse de papier pour localiser les clauses spécifiques, vérifiant la valeur monétaire totale des actifs commerciaux transférés à son nom. Valérie peina visiblement à maintenir son attitude matriarcale parfaitement composée en regardant son fils serrer le document fabriqué qui détenait la clé de leur salut financier immédiat. La tension rigide qui ancrait auparavant sa posture se dissipa complètement, permettant à ses épaules de s'affaisser tandis qu'un sourire nauséabondement doux s'étirait sur ses lèvres méticuleusement peintes. Son ton passa de l'agression passive à une cadence nauséeusement douce tandis qu'elle offrait continuellement de fausses louanges concernant ma décision incroyablement mature de partager l'immense richesse. Elle me félicita à plusieurs reprises pour ma profonde compréhension de la loyauté familiale, insistant sur le fait que Clayton aurait été exceptionnellement fier de me voir prioriser ma propre santé mentale au-dessus de l'avidité corporative. Elle continua à tisser sa toile de flatterie manipulatrice, affirmant que cette possédait exactement le sens des affaires nécessaires pour développer le portefeuille commercial tout en me donnant la vie tranquille que je méritais vraiment. Cette ne se donna pas la peine de participer à la performance théâtrale de sa mère, restant complètement fixé sur le calcul des énormes profits mensuels imprimés clairement sur la deuxième page du contrat contrefait. Le bruit net du froissement des pages qui tournaient résonnait clairement dans l'atmosphère silencieuse qui s'installait sur le vaste salon tandis que Seth examinait les documents. J'observais mon demi-frère entièrement absorbé par les chiffres financiers fabriqués avant de changer de posture sur le sofa en cuir luxueux pour initier la prochaine phase cruciale de mon piège psychologique. J'arrangeai mon expression faciale pour projeter une légère confusion tout en prétendant me rappeler un inconvénient mineur concernant mon véhicule personnel afin d'orienter la conversation vers leur secret caché.
Je regardai directement vers la table basse en verre avant de demander casuellement à Cécile. Maintenez encore un contact régulier avec ce mécanicien local notoire nommé Brody. J'intégrai en douceur un détail fabriqué affirmant que mon véhicule utilitaire sport avait commencé à faire d'étranges bruits métalliques récemment pendant mes trajets quotidiens à travers la vallée. Pour justifier de mentionner le nom du mécanicien. J'ajoutais délibérément une autre couche à l'appât verbal en mentionnant comment Clayton se plaignait constamment de sa berline de luxe, connaissant de graves problèmes mécaniques immédiatement après avoir visité cet atelier de réparation spécifique pour un entretien de routine. Seth garda les yeux fermement rivés sur les projections de revenus lucratives imprimées sur le projet d'accord contrefait sans se donner la peine de lever les yeux pour reconnaître ma présence physique dans la pièce. Il laissa échapper un sourire hautement méprisant tout en faisant glisser son index le long de la colonne détaillant le revenu mensuel massif généré par le centre commercial listé dans les documents. Il déclara arrogamment que Brody possédait la capacité unique de réparer absolument n'importe quel problème mécanique à condition que la compensation financière soit assez généreuse pour garantir sa discrétion absolue. Il suggéra ensuite avec dureté que mon défunt mari manquait simplement de compétences de base en conduite pour naviguer sur ces routes de montagne dangereuses, me conseillant cruellement d'accepter la réalité au lieu de blâmer un mécanicien professionnel hautement qualifié pour une tragique erreur de conducteur. Il tourna une autre page épaisse du document juridique tout en marmonnant fort que les gens qui ne savent pas gérer les véhicules haute performance méritent le destin malheureux qui les attend sur l'asphalte. Son manque total d'empathie, combiné à son avidité écrasante, l'aveugla entièrement face au piège évident qui se refermait étroitement autour de lui à chaque mot sortant de sa bouche. Reconnaissant que son fils arrogant avait imprudemment révélé bien trop d'informations à une veuve soi-disant naïve, Valérie intervint immédiatement pour reprendre le contrôle du récit dangereux qui se déroulait rapidement sous ses yeux. Elle raidit légèrement sa posture tout en plissant les yeux, projetant un ton remarquablement froid masqué sous une fine couche de fausses préoccupations maternelles conçues spécifiquement pour m'intimider jusqu'au silence immédiat. Elle m'avertit subtilement que certains individus têtus attiraient souvent des conséquences dévastatrices chaque fois qu'ils essayaient désespérément de s'accrocher à des actifs précieux qui ne leur appartenaient jamais vraiment en premier lieu. Elle tendit la main à travers la table en verre pour me tapoter la main de façon condescendante, m'instruisant d'arrêter de trop réfléchir aux événements tragiques du passé afin de me concentrer entièrement sur l'avancement de ce transfert de propriété incroyablement généreux sans créer de complications inutiles. Elle souligna que laisser le passé fermement derrière nous était le seul moyen logique d'assurer ma sécurité physique continue ainsi que mon bien-être mental futur en tant que veuve vulnérable vivant entièrement seule. Refusant de les laisser détourner la conversation de leurs activités criminelles récentes, je retirai énergiquement ma main de son emprise non désirée pour faire avancer ma stratégie offensive sans aucune hésitation. Je le fixai directement dans ses yeux calculateurs en demandant si avancer exigeait que j'ignore complètement exactement comment elle avait délibérément changé mon verre de vin pendant la célébration d'anniversaire 2 soirs auparavant. Valérie feignit immédiatement un choc absolu concernant l'accusation directe, élevant légèrement la voix pour nier véhémentement avoir toute connaissance concernant mes préférences spécifiques de boissons pendant ce dîner particulier. Sa tentative désespérée de maintenir une déniabilité plausible fut instantanément brisée par l'immense irritation de son propre fils d'être constamment interrompu dans l'examen de son lucratif contrat commercial concernant la propriété. Seth releva enfin la tête des documents, me disant agressivement que sa mère avait simplement ordonné au serveur d'apporter un bien meilleur millésime de vin rouge à notre table parce que la bouteille précédente avait un goût incroyablement bon marché. Il exigea agressivement de savoir pourquoi j'étais obsédé par des détails non pertinents d'une stupide fête dîner alors que nous devions urgemment finaliser une transaction immobilière de plusieurs millions de dollars en ce moment même. Chaque mot de leur confirmation verbale indirecte s'écoulait directement dans le minuscule émetteur audio fixé en sécurité sous mon col.
fournissant aux autorités d'écoute les preuves exactes nécessaires pour obtenir un mandat d'arrêt fédéral. L'index de 7 s'arrêta brusquement au bord inférieur de la page finale. Précisément là où le sceau notarial officiel était requis. Ses yeux se plissèrent agressivement pour se concentrer sur le filigrane faible affichant les mots spécifiques indiquant un projet non exécuté en diagonale sur le bloc de signature. Il retourna frénétiquement le document épais plusieurs fois pour inspecter les espaces vides. Destinés aux tampons légaux autorisés confirmant un transfert légitime d'actifs commerciaux. L'illusion enivrante d'une immense richesse imminente se brisa instantanément dans son esprit. Calculateur en réalisant que l'ensemble du contrat immobilier ne possédait absolument aucune autorité légale. Il reconnut immédiatement que j'avais délibérément construit cette mascarade financière élaborée pour manipuler son avidité tout en lui offrant une pile de papier imprimé complètement sans valeur. Sa respiration devint incroyablement lourde, tandis que ses jointures devinrent complètement blanches à force de serrer le classeur en cuir si fort que les anneaux métalliques internes s'ouvrirent bruyamment. Une soudaine vague de rage incontrôlable consuma complètement mon demi-frère alors qu'il donnait violemment un coup de pied dans la lourde table basse en verre reposant directement entre nous. La surface fragile se retourna entièrement avant de s'écraser sur le plancher en bois dur pour se briser en milliers d'éclats transparents dangereux se dispersant sur les tapis coûteux. Avant même que je puisse tenter de me lever du sofa en cuir pour me retirer vers le couloir, Seth se précipita en avant à travers les débris pour saisir le col avant de mon chemisier. Il claqua violemment mon haut du dos contre le rembourrage tout en récupérant un objet métallique tranchant de sa poche pour le presser directement contre la peau sensible de mon cou exposé. Il cria furieusement dans mon visage, exigeant que je compose immédiatement l'avocat successoral sur mon téléphone portable pour autoriser un virement direct, canalisant le montant exact d'argent sur ses comptes offshore. Je maintins un contact visuel direct avec mon agresseur, refusant de montrer le moindre signe de peur tout en niant fermement ses demandes ridicules de contacter ma représentation légale pour une transaction financière. Valérie sauta loin des fragments de verre volants tout en hurlant d'horreur absolue face à l'escalade soudaine de la violence physique se produisant dans son salon impeccable. Elle ordonna désespérément à son fils de lâcher immédiatement l'arme improvisée avant qu'il ne ruine complètement leur plan soigneusement construit pour hériter de mon immense fortune de façon clandestine. Elle lui rappela frénétiquement que laisser des preuves physiques évidentes d'une lutte violente détruirait complètement leur alibi concernant une mort accidentelle tragique similaire à celle de mon défunt mari. Seth ignora complètement sa mère paniquée tout en poussant le bord métallique tranchant plus près d'eux. Ma peau. Jurant de mettre fin à ma vie sur le champ si je refusais de me conformer à ses ordres agressifs. Sachant que le minuscule émetteur fixé sous mon col diffusait activement chaque menace aux autorités. En attente, je criais avec confiance le mot de code désigné au volume maximum que mes poumons pouvaient produire. Moins de 2 secondes après que la phrase d'urgence spécifique eut quitté mes lèvres. Un crash explosif démolit les lourdes portes-fenêtres en bois menant vers les jardins de l'arrière-cour. Plusieurs adjoints du shérif armés aux côtés d'une unité tactique spécialisée forcèrent le périmètre simultanément tandis que des bottes lourdement blindées piétinaient le verre brisé couvrant les planchers en bois. Les officiers commandants nivelèrent immédiatement leurs armes tactiques directement sur mon demi-frère tout en hurlant des ordres assourdissants exigeant qu'il lâche l'arme pour se rendre aux forces de l'ordre. Surpris par la présence policière écrasante qui envahissait la résidence par plusieurs points d'entrée, Seth relâcha momentanément son emprise physique agressive sur mes vêtements. Cette infime hésitation fournit aux officiers tactiques hautement entraînés l'opportunité exacte nécessaire pour le plaquer physiquement au sol tout en lui arrachant de force l'objet dangereux des mains tremblantes. 2 adjoints lourdement blindés pressèrent leur poids corporel combiné fermement contre son cadre, en lutte pour sécuriser ses poignets étroitement dans des menottes métalliques derrière son dos tout en récitant ses droits Miranda à haute voix. Valérie s'effondra entièrement à genoux à côté de la table basse en ruine, hurlant hystériquement. Tandis qu'une adjointe féminine saisissait fermement ses bras pour la placer immédiatement en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre.
Pierce marcha à travers l'entrée brisée de la terrasse juste derrière l'équipe tactique, pointant directement Valérie pour s'assurer que les officiers procédant à l'arrestation sécurisaient la principale conspiratrice sans aucun retard inutile. En entendant le vacarme écrasant résonnant à travers le rez-de-chaussée, Walter dévala le grand escalier dans un état de panique absolue pour assister à la destruction choquante de tout son foyer. Snort resta figé sur la marche inférieure, fixant avec une incrédulité totale tandis que les autorités emmenaient agressivement son épouse, hurlant aux côtés de son fils menotté vers les véhicules de patrouille en attente garés dehors. 6 mois plus tard, une atmosphère remarquablement solennelle enveloppa lourdement les couloirs de marbre serpentant à travers le vaste palais de justice du comté de Napa. Le procès criminel hautement médiatisé se conclut de façon décisive après que Brody eut officiellement accepté un accord de plaidé coupable complet formellement offert par le procureur principal. Le mécanicien discrédité monta à la barre pour fournir un témoignage crucial d'œil témoin détaillant le schéma spécifique de manipulation du véhicule, négociant avec succès une peine de prison significativement réduite en échange de sa pleine coopération. Debout devant le juge-président portant de lourdes chaînes métalliques, Seth montra absolument zéro remords en recevant une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle future. Valérie se tenait rigidement à côté de son avocat principal de la défense tandis que le juge sévère la condamna officiellement à 30 ans dans un établissement pénitentiaire fédéral de sécurité maximale. L'équipe de poursuite implacable obtint avec succès plusieurs condamnations pour crimes graves contre ma belle-mère, ciblant spécifiquement son implication directe concernant le complot en vue de commettre un meurtre, ainsi que des accusations agressives impliquant fraude électronique et fraude à l'assurance. Le juge condamna publiquement leurs actions comme une démonstration nauséabonde d'avidité humaine, débridée avant d'ordonner aux huissiers d'escorter les criminels condamnés vers leur cellule de détention. En marchant d'un pas vif vers la sortie principale après que les procédures juridiques épuisantes eurent officiellement conclu, je trouvai Walter bloquant délibérément mon chemin désigné près des lourdes portes en bois de la salle d'audience. Mon père s'avança immédiatement pour saisir mes 2 avant-bras, versant de lourdes larmes tout en tentant désespérément de sauver sa réputation complètement ruinée aux yeux du public. Il bafouilla presque de façon incohérente sur le fait d'être resté entièrement ignorant du complot criminel horrifique secrètement orchestré juste sous son propre toit au cours des plusieurs dernières années. Il se positionna sans honte comme une autre victime innocente ayant subi une immense trahison aux mains d'une épouse manipulatrice qu'il avait réussi à aveugler avec une fausse affection. Il mendia profusément mon pardon immédiat, suppliant pour une opportunité de reconstruire notre relation familiale fracturée puisque nous n'avions actuellement que l'un l'autre dans ce monde. Il insista sur le fait qu'il aurait immédiatement contacté les autorités locales lui-même s'il avait entretenu le moindre soupçon concernant leurs motifs financiers terrifiants ciblant mon héritage. Il prétendit que sa carrière corporative exigeante l'avait entièrement distrait de réaliser la véritable étendue de leurs dangereuses addictions au jeu. Je maintins un silence absolu en écoutant ses excuses pathétiques avant de retirer agressivement mes bras de son emprise inconfortablement serrée. Je le fixai directement dans ses yeux larmoyants avec une expression glaciale détachée, refusant d'offrir ne serait-ce qu'une once de la sympathie familiale qu'il désirait si désespérément. Aujourd'hui, je déclarai clairement que son ignorance volontaire au fil des décennies avait directement permis à sa seconde famille d'exécuter leur plan terrifiant sans faire face à aucune résistance interne. Il avait possédé de nombreuses opportunités pour questionner leurs habitudes de dépenses somptueuses, ou enquêter sur l'afflux soudain de richesses suspectes entrant constamment dans leurs comptes bancaires joints. Je lui dis clairement que choisir une lâcheté complète simplement pour préserver son style de vie quotidien confortable constituait un crime moral impardonnable contre sa propre chair. Il avait activement choisi de détourner le regard chaque fois qu'il m'isolait intentionnellement pendant mon enfance, priorisant efficacement sa paix personnelle sur ma sécurité physique fondamentale.
Je lui rappelai avec force que la vraie parentalité exigeait une protection active plutôt qu'une observation passive. Tandis que des prédateurs tournaient lentement autour de leur proie choisie à l'intérieur de la maison familiale, il avait permis à sa propre maison de devenir un terrain de chasse. Parce que détourner le regard était significativement plus facile que de confronter les monstres dormant au bout du couloir. Walter s'effondra visiblement sous le poids écrasant de ma confrontation verbale, laissant tomber ses mains tremblantes mollement à ses côtés tandis que ses sanglots silencieux résonnaient dans le couloir vide. Je passai fermement devant sa posture vaincue sans offrir d'autres explications ou d'adieu. Coutumier pour adoucir la réalité brutale de notre estrangement permanent. Poussant mon corps à travers les lourdes portes d'entrée en verre. Je sortis directement sous le soleil californien remarquablement brillant qui baignait chaleureusement les marches en béton du palais de justice. Je marchai délibérément vers mon véhicule garé, attendant dans le parking des visiteurs. Déverrouillant les portes avant de glisser confortablement dans le siège conducteur en cuir pour démarrer le puissant moteur. J'appuyai fermement sur l'accélérateur pour m'engager sur l'autoroute principale, laissant définitivement les collines pittoresques de la Napa Valley loin derrière moi sans jamais vérifier le rétroviseur. Je conduisis régulièrement vers l'horizon lointain pour commencer officiellement à construire une existence entièrement nouvelle, complètement libre des ombres toxiques hantant mon passé. Le soulagement écrasant d'avoir obtenu une justice permanente pour Clayton me permit enfin de respirer correctement pour la toute première fois depuis son décès tragique.